Grand-père, tu peux me prêter 3 $. La voix de mon petit-fils résonnait sur le sol froid du centre commercial, où il était assis près de la fontaine centrale, entouré de pièces de monnaie éparpillées comme autant de miettes d'espoir. Je m'étais arrêté là juste pour prendre un café après mon rendez-vous chez le médecin quand je l'ai vu. Lucas, mon petit-fils de 26 ans, vêtu de son uniforme de travail au supermarché, comptait ses centimes avec la même concentration que celle que j'utilisais pour réviser des contrats pendant mes 40 années en tant qu'avocat d'entreprise. « Lucas, qu'est-ce que tu fais là, par terre ?» Il a levé les yeux, et c'est là que je l'ai vu. Les cernes profonds, le visage trop maigre, la chemise de son uniforme qui pendait désormais mollement sur ses épaules. Ce n'était plus le même garçon robuste qui m'avait rendu visite à Noël. Il me faut juste 3 $ de plus pour le bus, grand-père. Je me suis trompé dans mes comptes. Je me suis assis à côté de lui, au bord de la fontaine. Où est ta voiture? La Honda que tu as achetée l'année dernière? Lucas détourna le regard. Mélissa en avait besoin pour le travail. La sienne est tombée en panne. Mélissa, la femme qu'il avait rencontrée sur une application de rencontre et qu'il avait épousée après seulement 8 mois. La femme qui avait toujours une excuse pour ne pas venir au déjeuner de famille. Depuis combien de temps utilise-t-elle ta voiture? Environ 2 mois. Il rassembla rapidement ses pièces de monnaie. Ce n'est pas grave. Le bus fonctionne bien. Je m'appelle Tom, j'ai 71 ans et j'ai élevé 3 enfants après le décès de ma femme alors qu'ils étaient encore petits. J'ai appris à reconnaître quand quelqu'un que j'aime ment pour protéger une autre personne. Et mon instinct de grand-père me criait au secours. Lucas, quand as-tu mangé un repas correct pour la dernière fois? J'ai mangé au travail aujourd'hui. À quelle heure es-tu sorti du travail? À 2 heures. J'ai regardé ma montre. Il était presque 7 heures du soir. Et qu'as-tu mangé depuis? Silence. Il a tripoté ses pièces de monnaie, évitant mon regard. Allez, je t'emmène dîner. Ce n'est pas la peine, grand-père. Mélissa prépare le dîner à la maison. Où habitez-vous maintenant? Je savais qu'il avait quitté son appartement lorsqu'il s'était marié, mais je n'avais jamais visité sa nouvelle maison. Chez la mère de Mélissa. Temporairement. Pour économiser de l'argent. Temporairement. Le mot sonnait creux, comme s'il l'avait répété tant de fois qu'il avait perdu son sens. Depuis combien de temps est-ce temporaire? 5 mois. 5 mois. Un homme de 26 ans, avec un emploi stable, vivant chez sa belle-mère et comptant des pièces de monnaie sur le sol d'un centre commercial. Lucas, dis-moi une chose. As-tu accès à ton compte bancaire? Il m'a enfin regardé, et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang, la peur. Bien sûr que oui. Mais la façon dont il a dit, trop vite, trop défensive. Quand as-tu vérifié ton solde pour la dernière fois? Mélissa s'occupe de ces choses-là maintenant. Elle est meilleure que moi avec l'argent. J'ai senti mon estomac se nouer. Après des décennies passées à traiter des contrats d'entreprise, j'avais déjà vu ce schéma auparavant. Contrôle financier. Isolement social. La victime défendant l'agresseur. Mon garçon, j'ai une question à te poser, et je veux que tu sois honnête avec moi. Es-tu heureux? Ses yeux se sont remplis de larmes qu'il a rapidement clignées pour cacher. Je vais bien, grand-père. Je suis juste, un peu fatigué. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Peu importe ce qui se passait dans la vie de mon petit-fils, j'allais le découvrir. Et si quelqu'un profitait de lui, cette personne allait apprendre qu'elle s'en était prise à la mauvaise famille. J'ai pris tout l'argent de mon portefeuille, environ 80 $, et je le lui ai mis dans la main. Prends ça. Et Lucas, je veux que tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. Il a regardé l'argent comme s'il s'agissait d'un cadeau d'anniversaire. Merci, grand-père. Alors qu'il s'éloignait vers l'arrêt de bus, j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus à découvrir dans cette histoire. Et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'étais sur le point de découvrir sur la vie de mon petit-fils allait tout changer. Car lorsqu'un grand-père découvre que quelqu'un fait du mal à sa famille, eh bien, cette personne ne sait pas ce qu'il attend. 3 jours après cette rencontre au centre commercial, je ne pouvais m'empêcher de penser à mon petit-fils. Après avoir défendu des entreprises dans des affaires de fraude pendant 40 ans, j'avais développé un instinct pour détecter les mensonges, et Lucas cachait quelque chose de bien plus grave qu'un simple problème financier temporaire. J'ai décidé de lui rendre une visite surprise. La maison de la mère de Mélissa était située dans un quartier bourgeois, avec des jardins bien entretenus et des voitures neuves dans les garages. Lorsque j'ai sonné à 10 heures du matin un vendredi, une femme d'une 50aine d'années m'a ouvert la porte. « Puis-je vous aider? Je suis Tom, le grand-père de Lucas. Je suis venu lui rendre visite. »
Son expression a changé instantanément. Ah, vous êtes le grand-père. Son ton était glacial. Lucas est au travail. Je sais. J'ai pensé saluer la famille en attendant son retour. Eh bien, je suis Patricia, la mère de Mélissa. Et je dois dire que nous ne trouvons pas approprié que Lucas reçoive des visites sans prévenir à l'avance. Des visites? J'étais le grand-père du garçon, pas un étranger mendiant. Je comprends. Où puis-je trouver Mélissa? J'aimerais mieux la connaître. Patricia a hésité. Elle est occupée pour le moment. C'est alors que j'ai entendu une voix féminine provenant de l'intérieur de la maison. Maman, qui est-ce? C'est le grand-père de Lucas. Une jeune femme est apparue derrière Patricia. Mélissa avait environ 24 ans, des cheveux blonds platine et de longs ongles décorés. Elle portait des vêtements de marque qui coûtaient plus cher que le salaire hebdomadaire de Lucas. « Oh, bonjour !» dit-elle avec un sourire forcé. « Lucas parle toujours de vous. » C'était faux. Lucas mentionnait à peine sa femme dans nos conversations. C'est bon à savoir. Il m'a dit que vous viviez ici temporairement? Oui, nous économisons pour acheter notre propre maison. Elle échangea un rapide regard avec sa mère. Lucas est très responsable avec l'argent, vous savez. Il insiste pour économiser chaque centime. Intéressant. Lucas, comptant des pièces de monnaie sur le sol du centre commercial, ne semblait pas très compatible avec cette version de la responsabilité financière. Et sa voiture? J'ai entendu dire que vous l'utilisiez. Oh oui. Mélissa a ri. La mienne est tombée en panne il y a quelque temps et Lucas a été adorable. Il m'a prêté la sienne. Il a dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à prendre le bus. C'est généreux, non? La façon dont elle parlait de mon petit-fils, comme s'il était une marionnette faisant exactement ce qu'elle voulait, me donnait la nausée. Puis-je voir la chambre où il loge? Juste pour m'assurer qu'il est à l'aise. Les deux femmes se regardèrent à nouveau. En fait, dit Patricia, Lucas préfère avoir son intimité. Il a été très clair à ce sujet. Je comprends. J'ai souri, mais j'enregistrais mentalement chaque détail de cette conversation. Eh bien, quand il rentrera du travail, pouvez-vous lui dire que je suis passé? Bien sûr, a répondu Mélissa, mais quelque chose dans son regard me disait que Lucas ne saurait jamais que j'étais venu. Je suis reparti avec plus de questions que de réponses. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au supermarché où Lucas travaillait. Excusez-moi, je cherche Lucas Reynolds, ai-je dit au gérant. Je suis son grand-père. Lucas? C'est un garçon travailleur. Il est au rayon des produits d'entretien. J'ai trouvé mon petit-fils en train de ranger les étagères, concentré sur son travail. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé pour la première fois depuis des mois. Grand-père, que fais-tu ici? Je voulais te voir travailler. Et discuter un peu. Je l'ai regardé plus attentivement. Sa chemise d'uniforme était propre, mais elle avait au moins 3 raccommodages mal faits. Ses chaussures étaient usées jusqu'à la semelle. Pour quelqu'un qui était censé économiser de manière responsable, Lucas semblait manquer de l'essentiel. « Comment viens-tu travailler ?» lui ai-je demandé avec désinvolture. « En bus. 2 lignes différentes. Ça me prend 1h30 pour arriver. » Et Mélissa, comment va-t-elle travailler avec ta voiture? Lucas a marqué une pause, la main toujours sur le flacon de déterge. Elle ne travaille pas pour le moment. Elle cherche quelque chose de mieux. Depuis combien de temps cherche-t-elle? Environ 6 mois. 6 mois. Mélissa était donc au chômage depuis leur mariage, utilisant la voiture de Lucas pendant qu'il prenait le bus pour aller travailler, et d'une manière ou d'une autre, il économisait de l'argent. Lucas, j'ai besoin de te poser une question. As-tu accès à ton propre salaire? Il détourna le regard. Mélissa s'en occupe. Elle a ouvert un compte d'épargne pour notre maison. Et tu as déjà vu ce compte? Les relevés bancaires? Je n'en ai pas besoin. Je lui fais confiance. La façon dont il a dit « je lui fais confiance » ressemblait à quelqu'un qui essayait de se convaincre lui-même. Mon garçon, à quand remonte la dernière fois où tu as mangé au restaurant? Ou acheté de nouveaux vêtements? Lucas resta silencieux pendant un long moment. Mélissa dit que nous devons être prudents, que chaque dollar compte pour notre avenir. Et elle, est-elle aussi prudente? Il ne répondit pas, mais je vis ses mains trembler légèrement. Lucas, dis-moi où se trouve ta chambre chez Patricia. Elle est au sous-sol. Bien aérée, ajouta-t-il rapidement. Et silencieuse. Le sous-sol. Mon petit-fils vivait dans le sous-sol tandis que sa femme, sans emploi, utilisait sa voiture et contrôlait son argent.
Es-tu heureux, Lucas? La question le prit au dépourvu. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il cligna rapidement. Bien sûr que je le suis. Je suis marié, j'ai un emploi. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il resta silencieux. Lucas, tu peux m'appeler à tout moment. À toute heure du jour ou de la nuit. Tu me le promets? Il acquiesça. Je suis parti en sachant exactement ce qui se passait. Mon petit-fils était systématiquement isolé, contrôlé financièrement et manipulé émotionnellement par une femme qui voyait en lui une source de revenus facile. Sur le chemin du retour, mon esprit était déjà en train d'élaborer un plan. Pendant des décennies, j'avais démasqué des personnes qui profitaient des autres. Mélissa et Patricia allaient bientôt découvrir qu'elles avaient choisi la mauvaise victime. Car quand quelqu'un s'en prend à ma famille, il ne sait pas à qui il a affaire. Et la première étape consistait à découvrir exactement où allait l'argent de mon petit-fils et qui d'autres étaient impliqués dans cette affaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de Lucas résonnaient dans ma tête, je lui fais confiance. La même phrase que répètent les personnes naïves alors qu'elles sont systématiquement détruites par ceux qui devraient les aimer. Le samedi matin, j'ai décidé de mener une enquête plus approfondie. J'ai appelé mon vieil ami Charlie, un ancien détective à la retraite qui me devait quelques faveurs depuis l'époque où je l'avais aidé à régler des questions juridiques lors de son divorce. Tom, ça fait longtemps. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin d'une faveur discrète, Charlie. Une simple vérification des antécédents. Rien d'officiel. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Mon petit-fils a épousé une femme nommée Mélissa Patricia Connor. Je soupçonne qu'elle profite financièrement de lui. J'ai besoin de savoir s'il y a un schéma récurrent. Je comprends. Envoie-moi ses coordonnées et je verrai ce que je peux faire. En attendant, j'ai décidé de me rendre à la banque où Lucas avait un compte depuis l'âge de 18 ans. Je connaissais la directrice, Sandra, depuis plus de 10 ans. Tom, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu ici. Sandra, j'ai besoin d'un service. Mon petit-fils Lucas, tu te souviens de lui? Bien sûr. Ce jeune homme poli qui vient ici depuis des années. D'ailleurs, je me suis inquiété pour lui ces derniers temps. Mon estomac s'est noué. Pourquoi t'inquiètes-tu? Sandra a regardé autour d'elle et a baissé la voix. Eh bien, je ne peux pas te donner de détails spécifiques sur le compte, mais disons que ses habitudes ont radicalement changé au cours des 6 derniers mois. Et pas pour le mieux. Comment ça? Des virements importants et fréquents vers un compte externe. Toujours le jour où son salaire est versé. C'est comme si... Elle a hésité. Comme si quelqu'un vidait son compte. Je ne peux pas le confirmer, mais, vous comprenez. Je sentis une colère froide monter en moi. Sandra, hypothétiquement parlant, si quelqu'un contrôlait financièrement une autre personne, quels seraient les signes? Eh bien, hypothétiquement, nous verrions le titulaire du compte se présenter rarement en personne. Des virements automatiques vers des comptes contrôlés par des tiers. Des changements de mot de passe à l'insu du titulaire d'origine. Et surtout, la personne contrôlée semblerait ne pas avoir une connaissance complète de ses propres finances. Chaque mot était un coup de poignard. Et y a-t-il un moyen de protéger cette personne? S'il y avait des preuves de coercition ou de fraude, oui. Mais il faudrait que le titulaire du compte porte plainte lui-même. Je suis sorti de la banque avec plus d'informations que je ne l'aurais souhaité. Mon petit-fils était systématiquement volé, et légalement, je ne pouvais pas faire grand-chose sans sa coopération. Le lundi, Charlie m'a appelé avec des nouvelles qui m'ont fait bouillir le sang. Tom, votre suspicion était fondée. Mélissa Patricia Connor a un passé intéressant. Racontez-moi. 3 relations sérieuses au cours des 5 dernières années. Toutes ont suivi le même schéma. Homme de la classe moyenne, mariage rapide, déménagement dans la maison familiale, et les 3 hommes précédents ont tous signalé des problèmes financiers pendant la relation. Tous les 3. Oui. Et voici ce qui est intéressant. 2 d'entre eux ont déposé plainte pour abus financiers, mais ont retiré leur plainte. Le 3e a déménagé après le divorce, apparemment ruiné. Bon sang. Il y a plus. Sa mère, Patricia Connor, a des antécédents de petites escroqueries financières. Rien qui ait abouti à une condamnation, mais plusieurs plaintes classées. Des escroqueries à la carte de crédit, des prêts frauduleux, ce genre de choses. C'est donc une affaire de famille. On dirait bien. Elles choisissent des cibles spécifiques, des hommes jeunes, qui travaillent, sans famille proche ou avec des familles éloignées. Lucas correspond parfaitement au profil. J'ai raccroché le téléphone avec un mélange de colère et de détermination. Mon petit-fils était tombé dans le piège de prédatrice expérimentée, qui détruisait systématiquement sa vie. Cet après-midi-là,
j'ai décidé d'agir de manière plus directe. Je suis retourné au supermarché et j'ai attendu que Lucas sorte du travail. Grand-père, que fais-tu ici? Je suis venu te chercher. Allons dîner. Je ne peux pas, Mélissa m'attend à la maison. Lucas, réponds-moi. À quand remonte la dernière fois où tu as choisi ce que tu voulais manger? Ce que tu voulais faire? Où tu voulais aller? Il est resté silencieux pendant un long moment. Grand-père, pourquoi me poses-tu ces questions? Parce que je m'inquiète pour toi. Et parce que j'ai des informations que tu dois connaître. J'ai réussi à le convaincre de m'accompagner dans un snack-bar voisin. Pendant qu'il dévorait un hamburger, visiblement affamé, je lui ai fait part d'une partie de ce que j'avais découvert. Lucas, je dois te dire quelque chose à propos de Mélissa. Grand-père, s'il te plaît. Elle n'est pas la première. Il y a eu d'autres hommes avant toi. 3, pour être exact. Tous ont vécu la même situation que toi actuellement. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Que veux-tu dire? Contrôle financier. Isolement de la famille. Vit dans le sous-sol pendant qu'elle vit confortablement. Lucas, tu fais partie d'un schéma. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Ce n'est pas vrai. Mélissa m'aime. Je suis sûr qu'elle dit ça. Tout comme elle l'a dit aux 3 autres. Il repoussa son assiette. Grand-père, arrête. Tu ne comprends pas notre situation. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi un homme de 26 ans, avec un emploi stable, compte ses pièces de monnaie sur le sol d'un centre commercial. Explique-moi pourquoi tu n'as pas accès à ton propre compte bancaire. Explique-moi pourquoi ta femme au chômage utilise ta voiture pendant que tu prends 2 transports en commun pour aller travailler. C'est temporaire. Lucas. Ma voix était plus forte que je ne l'aurais voulu. Réveille-toi. Il n'y a rien de temporaire ici. Elles t'utilisent, te contrôlent, et quand elles auront fini de te sucer tout ce que tu as, elles te jetteront comme elles l'ont fait avec les autres. Il se leva brusquement. Je dois y aller. Mélissa va s'inquiéter si je suis en retard. Je lui ai gentiment saisi le bras. Lucas, écoute-moi. Je t'aime. Tu es mon petit-fils, tu fais partie de ma famille. Et je ferai tout ce qu'il faut pour te sortir de cette situation. Il n'y a aucune situation dont tu dois me sortir. Si, il y en a une. Et quand tu seras prêt à l'admettre, je serai là. Avec un plan. Il m'a regardé avec un mélange de peur et de confusion. Quel genre de plan? Le genre de plan qu'une personne qui a passé 40 ans à traiter avec des gens malhonnêtes fait lorsqu'elle découvre que quelqu'un fait du mal à sa famille. Ce soir-là, assis dans mon fauteuil avec un café déjà froid, j'ai pris une décision définitive. Je n'allais pas simplement attendre que Lucas se réveille ou se rende compte. Les prédatrices comme Mélissa et Patricia comptaient précisément sur cette passivité des familles des victimes. Pendant des décennies, j'avais aidé des entreprises à se remettre de fraudes internes, démasquer des réseaux de corruption et dénoncer des personnes qui profitaient de la bonne foi d'autrui. Désormais, ces compétences auraient un but personnel. Mélissa et Patricia avaient commis une erreur fatale. Elles avaient choisi comme victime le petit-fils d'une personne qui savait exactement comment traiter les gens comme elle. Et contrairement aux 3 autres hommes qu'elles avaient détruits, Lucas avait quelque chose qu'il n'avait pas. Un grand-père qui n'allait pas abandonner, qui n'allait pas accepter la situation et qui n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas vu ces 2 femmes payer pour chaque centime qu'elles avaient volé et chaque larme qu'elles avaient causée. Le plan commençait à prendre forme dans mon esprit. Ce ne serait pas rapide, ce ne serait pas simple, mais ce serait absolument dévastateur. Car quand on s'en prend à la famille d'un avocat à la retraite qui a du temps, des ressources et une compréhension approfondie du fonctionnement du système juridique, eh bien, on vient de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le mercredi suivant, j'ai commencé à mettre en œuvre un plan que j'avais perfectionné pendant 40 ans en traitant des fraudes d'entreprise. La première règle dans tout cas d'abus financier, tout documenter avant d'agir. J'ai appelé mon ancien cabinet d'avocats. Jennifer, j'ai besoin d'un service. As-tu toujours accès à ces enquêteurs judiciaires que nous utilisions dans les affaires de détournement de fonds? Bien sûr, Tom. De quoi as-tu besoin? Une analyse complète des mouvements financiers. Compte bancaire, carte de crédit, historique des virements. Et je veux que ce soit discret. Compris. Envoie-moi les données. Pendant ce temps, Charlie avait fait des progrès significatifs dans l'enquête sur les antécédents. Jeudi, il s'est présenté à mon bureau à domicile avec un gros dossier. Tom, c'est pire que ce que nous pensions. Il a étalé des photos et des documents sur la table. Mélissa et Patricia ne sont pas seulement des opportunistes. Elles mènent une escroquerie systématique depuis au moins 8 ans. Les photos montraient différents hommes à différentes époques, tous jeunes, travailleurs, avec le même regard perdu que je voyais chez Lucas. Voici David Martinez,
dit Charlie en montrant une photo. Technicien informatique. Il a épousé Mélissa en 2018. 6 mois plus tard, il avait perdu son appartement, sa voiture et ses économies. Il a fini par vivre dans le sous-sol de la maison de Patricia, exactement comme Lucas. Que lui est-il arrivé? Il a tenté de se suicider. Il a survécu, mais il en a gardé des séquelles. Sa famille m'a dit que David faisait encore des cauchemars. J'ai senti un frisson me parcourir l'estomac. Et les autres? Michael Thompson, gérant de magasin. Même schéma. Mariage rapide, contrôle financier, isolement de la famille. Quand il a essayé de réagir, Patricia a falsifié des documents affirmant qu'il avait des problèmes mentaux. Il a perdu son emploi et il lui a fallu 2 ans pour rétablir sa réputation. Mon Dieu! Le troisième était Kevin Walsh. Il a découvert le stratagème et a décidé de les dénoncer. La veille de son rendez-vous avec la police, il a eu un accident de voiture. Les freins ont lâché. Par coïncidence, Patricia venait de suivre un cours de mécanique automobile. J'ai regardé Charlie. Vous suggérez que... Je suggère que ces deux-là sont bien plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air. Et si Lucas essaie de s'en sortir tout seul, il pourrait finir comme Kevin. Cette révélation a complètement changé mon approche. Je n'avais pas seulement affaire à des escrocs financiers, mais à des personnes prêtes à recourir à la violence pour protéger leurs manœuvres frauduleuses. J'ai passé le week-end à élaborer une stratégie qui soit non seulement légale, mais qui les protège aussi physiquement. Le lundi, j'avais un plan en 3 phases. Phase 1, documentation irréfutable de tous les crimes. Phase 2, isolement financier de Mélissa et Patricia. Phase 3, sauvetage de Lucas avec une protection juridique complète. J'ai commencé par la documentation. L'enquêteur judiciaire recommandé par Jennifer, un ancien agent du FBI nommé Marcus Sullivan, m'a rejoint mardi. Monsieur Mitchell, j'ai examiné les mouvements financiers préliminaires. Ce que j'ai trouvé est un schéma classique d'abus financiers systématique. Il m'a montré des graphiques et des tableaux. Au cours des 6 derniers mois, 100% du salaire de Lucas a été transféré sur des comptes contrôlés par Mélissa. Elle lui redistribue ensuite de petites sommes, jamais plus de $20 par semaine. Et le reste? Des virements vers des comptes au nom de Patricia, des paiements pour des cartes de crédit que Lucas n'a jamais vues, et quelque chose d'intéressant, des dépôts réguliers sur un compte d'épargne qui s'accumulent en vue d'un achat futur. Quel type d'achat? Une maison en Floride. D'une valeur de $450 000. Exclusivement au nom de Patricia. J'ai senti ma colère monter. Elles ne volaient pas seulement Lucas, elles utilisaient son argent pour acheter une maison de retraite à la mère de Mélissa. Il y a plus, a poursuivi Marcus. J'ai trouvé des virements similaires sur les comptes des ex-maris de Mélissa. Au total, nous parlons de plus d'1 200 000 $ volés en 8 ans. $1 200 000. Elles avaient transformé le mariage en une machine industrielle de vol. Marcus, j'ai besoin que vous prépariez un rapport complet. Avec une chronologie, les montants exacts et des comparaisons avec les autres cas. Et je veux qu'il soit incontestable devant un tribunal. Compris. 2 semaines? 1 semaine. Et Marcus? S'il se doute de quelque chose et essaie de déplacer l'argent. J'y ai déjà pensé. J'ai des contacts au service des fraudes de la banque. S'il y a des mouvements suspects, ils peuvent geler les comptes immédiatement. Pendant que Marcus travaillait sur la documentation financière, j'ai mis en œuvre la 2e phase. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a démontré comment l'expérience juridique peut être utilisée pour protéger ceux que nous aimons. Je me suis rendu discrètement à la banque où Mélissa avait ouvert les comptes. Grâce à ma carte d'avocat à la retraite et à quelques anciennes relations, j'ai pu accéder au registre des signatures des documents que Lucas était censé avoir signés. Ce que j'ai découvert était dévastateur. Au moins 7 documents comportaient des signatures clairement falsifiées. Mélissa avait essayé d'imiter l'écriture de Lucas, mais elle avait commis des erreurs élémentaires que n'importe quel expert en graphologie aurait pu repérer. Jeudi, j'ai reçu un appel inattendu de Lucas. Sa voix tremblait. « Grand-père, j'ai quelque chose à te dire. » Que s'est-il passé? Mélissa. Elle a dit que tu étais allé chez elle la semaine dernière. Que tu avais posé des questions sur moi. Oui, j'y suis allé. Elle était furieuse. Elle a dit que tu essayais de détruire notre mariage. Et Patricia. Sa voix est devenue encore plus faible. Patricia a dit que si tu continues à te mêler de notre vie, elles vont me faire déménager. Loin de toi. J'ai senti mon sang bouillir. Elles aggravaient la situation, utilisant des menaces pour isoler Lucas encore plus. Lucas, écoute-moi bien. Tu me fais confiance?
Bien sûr que je te fais confiance. Alors j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je vais te demander. Ne pose pas de questions, fais-le simplement. Tu peux faire ça pour moi? D'accord. Demain, pendant ta pause déjeuner, va à la banque où tu as toujours eu ton compte. Demande à Sandra, la directrice, elle te connaît depuis que tu es adolescent. Demande-lui de te montrer tous les mouvements de ton compte au cours des 6 derniers mois. Tous. Et demande-lui une copie imprimée. Grand-père, Mélissa a dit que cela pourrait causer des problèmes avec Lucas. J'ai utilisé mon ton le plus ferme. Ton compte bancaire. Ton argent. Ton droit légal. Mélissa n'a pas le pouvoir de t'empêcher de consulter tes propres relevés bancaires. Il y eut un long silence. D'accord. Je vais le faire. Et Lucas? Ne dis pas à Mélissa ou à Patricia que tu l'as fait. Du moins, pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que je te fais confiance, et j'ai besoin que tu me fasses confiance. Le vendredi après-midi, Lucas se présenta à ma porte, un dossier à la main et les larmes coulant sur son visage. « Grand-père, dit-il d'une voix brisée. Tu avais raison. Surtout. » Il avait vu les relevés bancaires. 22 400 $ en 6 mois, tout son salaire, transféré vers des comptes qu'il n'avait jamais autorisés. Des virements signés de sa signature, mais clairement falsifiés. Elles ont tout volé, a-t-il dit en s'effondrant dans mon fauteuil. Chaque centime que j'ai gagné cette année. Et moi, j'ai signé des papiers sans les lire, grand-père. Elles ont dit que c'était pour notre compte joint. Lucas, ce n'était pas ta faute. Ce sont des professionnels. Elles ont fait ça à au moins 3 autres hommes avant toi. Je lui ai parlé de David, Michael et Kevin. Du schéma systématique. Des preuves que j'avais recueillies. Que dois-je faire maintenant? Demanda-t-il. Maintenant, tu me laisses m'occuper de ça. Mais d'abord, je veux que tu prennes une décision définitive. Veux-tu retrouver ta vie? Veux-tu te libérer d'elle? Il m'a regardé avec une détermination que je n'avais pas vue depuis des mois. Oui. Alors à partir de maintenant, tu fais exactement ce que je te dis. Quand je te le dis. Parce que nous allons entrer en guerre, Lucas. Et elles n'accepteront pas de perdre sans se battre. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus, Sandra, Charlie et Jennifer. J'ai organisé des réunions. J'ai préparé des documents. J'ai demandé des ordonnances judiciaires préliminaires. Pendant 40 ans, j'avais aidé des entreprises à se remettre de fraudes internes. À présent, j'allais utiliser chaque astuce, chaque relation, chaque stratégie juridique que je connaissais pour détruire systématiquement 2 femmes qui avaient transformé la vie de mon petit-fils en cauchemar. Mélissa et Patricia ont commis 2 erreurs fatales. Premièrement, elles ont choisi comme victime un membre de ma famille. Deuxièmement, elles ont complètement sous-estimé à qui elles avaient affaire. Le lundi suivant, je me rendrai au bureau du procureur avec suffisamment de preuves pour les poursuivre toutes les 2 pour fraude, falsification, extorsion et abus financiers. Et alors qu'elles pensaient encore contrôler la situation, j'avais déjà fait en sorte qu'elles ne puissent plus jamais refaire cela à qui que ce soit. Car lorsque vous consacrez toute votre vie à combattre les personnes malhonnêtes, vous finissez par apprendre non seulement à les détecter, mais aussi à les détruire complètement. Lundi matin, 8h15. Je suis entré dans le bureau du procureur avec un dossier qui pesait lourd, preuve de la justice qui allait être rendue. Monsieur Mitchell m'a salué la procureure Catherine Wells. J'ai examiné les documents préliminaires que vous m'avez envoyés. C'est impressionnant. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons étalé les preuves sur la table de la salle de conférence. Des photos, des relevés bancaires, des documents falsifiés, des enregistrements audio obtenus par James, les casiers judiciaires de Mélissa et Patricia, et la déposition de Lucas. De combien de crimes s'agit-il? Demanda Catherine en feuilletant les documents. Fraude bancaire, falsification de documents, extorsion, abus financiers systématiques, menaces d'enlèvement et complot en vue de commettre ces crimes. Et ce ne sont là que les crimes fédéraux. Catherine acquiesça. Avec ces preuves, je peux obtenir des mandats d'arrêt d'ici demain. Mais je dois vous avertir, monsieur Mitchell, lorsqu'elles se rendront compte qu'elles font l'objet d'une enquête, elles pourraient tenter de s'enfuir ou, pire encore, intensifier leur violence à l'encontre de Lucas. C'était exactement ce que je redoutais. J'y ai déjà pensé. Lucas est chez moi depuis vendredi. Officiellement, il est malade et n'est pas allé travailler. Intelligent. Nous allons coordonner les arrestations pour qu'elles aient lieu simultanément. Mélissa et Patricia ne doivent pas pouvoir communiquer avant d'être arrêtées. Je quittai le bureau du procureur avec le sentiment que je protégeais enfin mon petit-fils. Mais ce sentiment ne dura que jusqu'à ce que le téléphone sonne à 2h de l'après-midi. Tom. C'était Lucas,
Et sa voix était paniquée. Elles savent. Mélissa vient de m'appeler en hurlant. Elle a dit que tu étais allé voir la police et qu'elle savait tout. Mon sang s'est glacé. Comment le savent-elles? Je ne sais pas, mais Patricia est venue me chercher à mon travail. Quand elle a découvert que je n'étais pas là depuis 3 jours, elle a pété les plombs. Elle s'est mise à crier que j'étais un traître et qu'elles allaient me poursuivre pour abandon du domicile conjugal. Lucas, écoute. Reste chez moi. Ne sors sous aucun prétexte. Je vais appeler Catherine et accélérer les arrestations. Mais avant que je puisse raccrocher, Lucas m'a interrompu. Grand-père, il y a autre chose. Mélissa a dit quelque chose d'étrange au téléphone. Elle a dit que si je ne rentrais pas à la maison avant ce soir, quelque chose de très grave allait se produire. Elle a dit que tu n'étais pas le seul à avoir des avocats. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'ai immédiatement appelé Catherine. Catherine, elles sont au courant de l'enquête. Nous devons agir maintenant. Comment peuvent-elles être au courant? L'affaire est confidentielle. Je ne sais pas, mais elles profèrent des menaces directes contre Lucas. Elles sont peut-être en train de préparer leur fuite. D'accord, je vais accélérer les mandats. Je peux envoyer des agents chez elles dans 2 heures. 2 heures. Cela me semblait une éternité. À 4h30 de l'après-midi, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Tom Mitchell? Oui. Ici Patricia Connor. Je pense que nous devons parler. Ma première réaction a été de raccrocher. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. À propos de quoi? À propos du malentendu créé par votre petit-fils. À propos des mensonges qu'il vous a racontés. Il n'y a pas de malentendu, Patricia. J'ai des preuves de tout ce que vous avez fait. Elle a ri. Un son froid qui m'a donné des frissons. Des preuves? Tom, je pense que vous ne comprenez pas la situation. Lucas a signé des documents donnant à Mélissa le contrôle total de ses finances. Légalement. C'est un adulte qui a fait ses propres choix. Les documents falsifiés n'ont aucune valeur. Falsifiés. Sa voix semblait sincèrement surprise. Tom, je pense que quelqu'un vous a mal informé. Tous les documents ont été signés en présence d'un notaire. J'ai les copies certifiées conformes. J'ai senti mon estomac se nouer. C'est impossible. Et ce n'est pas tout. Lucas a des antécédents de troubles psychologiques dont vous n'avez apparemment pas connaissance. Dépression sévère, tendance autodestructrice. Nous avons des rapports médicaux, émis par des psychiatres réputés, prouvant qu'il n'était pas en état de prendre des décisions financières responsables lorsque nous avons signé les documents. Mon esprit s'est emballé. Si elles avaient de faux documents médicaux, nous sommes prêts à prouver devant le tribunal que Lucas est mentalement instable, a poursuivi Patricia. Que ces allégations sont le produit d'un esprit perturbé. Et vous, Tom, nous avons des preuves que vous avez encouragé ces fantasmes. Que vous, un homme âgé, avez manipulé un jeune homme vulnérable pour créer un récit mensonger. Leur plan se dévoilait. Il ne s'agissait pas seulement de voler de l'argent, mais de créer une défense juridique complète au cas où elle serait démasquée. Vous bluffez. Vraiment? Tom, vous êtes un avocat à la retraite. Vous savez comment fonctionne le système. Qui le tribunal va-t-il croire? 2 femmes respectables avec des documents complets, ou un grand-père âgé qui tente de sauver son petit-fils souffrant de troubles mentaux? Je sentis la colère bouillir dans ma poitrine. Patricia, tu as commis une erreur fatale. Laquelle? Tu as supposé que je ne savais rien de David Martinez, Michael Thompson et Kevin Walsh. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tu as supposé que je n'avais pas découvert le schéma. Que je ne vous avais pas étudié aussi minutieusement que vous aviez étudié vos victimes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que vous le savez. Et vous savez aussi que chaque astuce que vous venez de mentionner, les faux documents, les rapports psychiatriques falsifiés, le récit de manipulation familiale, vous avez utilisé exactement la même stratégie avec Kevin Walsh. Nouveau silence. La différence, Patricia, c'est que cette fois, vous avez choisi la mauvaise victime. Parce que contrairement aux autres membres de la famille, je ne suis pas seulement un parent inquiet. Je suis un avocat spécialisé dans la fraude d'entreprise qui a passé 40 ans à démasquer des gens exactement comme vous. Tom, je n'ai pas fini. Pendant que vous étiez au téléphone à me menacer, des agents fédéraux se rendaient chez vous avec des mandats d'arrêt. Pour fraude bancaire, falsification de documents fédéraux et complot en vue de commettre des crimes financiers. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Et Patricia, ces faux rapports psychiatriques dont vous avez parlé? Le médecin qui les aurait signés a été arrêté pour falsification de documents médicaux il y a 3 ans.
Il est en prison fédérale. J'ai entendu ce qui semblait être le téléphone qui tombait. Vous êtes toujours là, Patricia. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, je le peux. Parce que contrairement à vous, je n'ai commis aucun crime pour obtenir mes preuves. Chaque document, chaque enregistrement, chaque témoin a été obtenu légalement. Et contrairement à vos victimes précédentes, j'ai les moyens de me battre jusqu'au bout. C'est alors que j'ai entendu des sirènes en arrière-plan. Patricia, vous entendez ça? Ce sont les agents fédéraux qui arrivent chez vous. En ce moment même. La communication a été coupée. 15 minutes plus tard, Catherine m'a appelé. Tom, nous les avons arrêtés toutes les deux. Melissa a tenté de s'enfuir par la porte arrière lorsque les agents sont arrivés devant. Patricia a tenté de détruire des documents dans son bureau. J'ai ressenti un profond soulagement. Et Lucas? Lucas est en sécurité. Et Tom? Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans leur maison. Quoi? Un dossier intitulé « Prochaine cible ». Elles avaient identifié 3 autres hommes. Il y avait des photos, des informations financières et des calendriers détaillés sur la manière dont elles allaient les approcher. 3 hommes qui ne sauront jamais à quel point ils ont failli voir leur vie détruite. Catherine, il y a autre chose. Pendant l'appel, Patricia a mentionné des documents falsifiés, de faux rapports médicaux et une stratégie de défense basée sur la discréditation de Lucas. Vous trouverez des preuves de cela chez elle. Parfait. Cela ajoute d'autres chefs d'accusation. Tom, ce que vous avez fait ici, a sauvé non seulement votre petit-fils, mais probablement des dizaines d'autres victimes potentielles. Ce soir-là, Lucas et moi avons dîné en silence. Il était encore en train d'assimiler le fait que ses soupçons étaient fondés, que ce n'était pas de la paranoïa ou de l'ingratitude, comme elle le disait toujours. Grand-père, dit-il finalement, comment savais-tu qu'elles avaient déjà utilisé la même stratégie? Je souris. Parce que les gens comme Patricia et Melissa ne changent jamais leur tactique. Elles se croient plus intelligentes que tout le monde, alors elles répètent exactement les mêmes schémas. Et quand on passe des décennies à étudier les schémas criminels, c'est facile à repérer. Et si elles trouvaient un meilleur avocat? Et si? Lucas, elles n'y arriveront pas. Parce que cette fois, elles ne se battent pas contre une victime isolée et confuse. Elles se battent contre le système judiciaire fédéral, avec des preuves irréfutables et sans ressources financières, car tout l'argent volé a été gelé par le tribunal. Il acquiesça, mais je voyais qu'il était encore en train de digérer tout cela. Mon garçon, tu as été courageux. Même si tu avais peur, même si tu étais confus, tu m'as fait suffisamment confiance pour me laisser t'aider. Cela a fait toute la différence. Parce que parfois, la vengeance la plus satisfaisante n'est pas personnelle, elle est systémique. Il ne s'agit pas seulement de protéger une famille, mais de démanteler toute une opération qui détruit des vies innocentes. Et quand 2 prédateurs professionnels découvrent qu'ils ont pris pour cible le petit-fils de quelqu'un qui a consacré sa vie à combattre exactement des personnes comme eux, eh bien, ils viennent d'apprendre la différence entre une victime et un adversaire. La guerre était terminée avant même qu'elles ne se rendent compte de ce qui se passait. 6 mois après le procès, j'ai reçu une enveloppe officielle par la poste. Melissa et Patricia avaient été condamnées à 5 ans de prison fédérale pour fraude bancaire, falsification de documents et complot en vue de commettre des crimes financiers. Le remboursement total pour Lucas s'élevait à 28 000 $, chaque centime volé, avec intérêt. Mais la véritable victoire n'était pas l'argent. Grand-père, j'ai obtenu la promotion, m'a appelé Lucas un mardi ensoleillé. Superviseur de l'équipe de nuit. Et en plus, j'ai signé le contrat pour le nouvel appartement. Mon propre appartement. Souriant, j'ai regardé par la fenêtre de mon salon. Comment te sens-tu? Libre. Pour la première fois depuis des années, complètement libre. Au cours du procès, 3 autres hommes se sont présentés avec des histoires similaires. David, Michael et même Kevin, qui avaient survécu à l'accident de voiture, ont témoigné contre les 2 femmes. Leur stratagème s'est complètement effondré lorsque la procureure Catherine a présenté des preuves de plus d'1 400 000 $ de fraude sur 8 ans. L'appartement où Patricia avait prévu de prendre sa retraite en Floride? Confisqué. L'argent de toutes les victimes a été récupéré et redistribué. Lucas m'a rendu visite le dimanche suivant, apportant des pizzas et de la glace. Il semblait être un homme différent, les épaules droites, les yeux brillants, le sourire sincère. Grand-père, comment savais-tu que tu arriverais à les battre? Parce que j'ai appris une chose en 40 ans de carrière d'avocat, Lucas. Les personnes qui profitent des autres commettent toujours la même erreur. Elles sous-estiment ceux qui aiment leurs victimes. Elles ont vu en toi une cible facile et isolée. Elles n'ont pas pris en compte le fait que tu avais un grand-père têtu qui n'allait pas accepter de te voir détruit. Il a ri.
Têtu, c'est peu dire. Et tu as aussi appris quelque chose d'important, n'est-ce pas? Lucas acquiesça, sérieux. Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Que faire confiance aux bonnes personnes peut te sauver la vie. 6 mois plus tard, Lucas m'a présenté Sarah, une infirmière qu'il a rencontrée à l'hôpital où il fait du bénévolat le week-end. Elle a des yeux doux et rit de ses mauvaises blagues. Plus important encore, elle encourage Lucas à rester en contact avec moi, avec ses amis, avec sa propre vie. La semaine dernière, il m'a appelé, tout excité. Grand-père, Sarah a dit oui. On va se marier. Cette fois, je vais l'aider à choisir le bon partenaire pour toute la vie. Quant à Melissa et Patricia, j'ai entendu dire que Patricia purgeait sa peine dans une prison fédérale en Arizona. Melissa a été transférée dans un établissement du Nevada après avoir tenté de soudoyer un gardien. Ses licences pour exercer toute activité financière ont été révoquées de manière permanente. Aujourd'hui, quand je vois Lucas rire avec Sarah, je me souviens d'une leçon qui m'a pris des décennies à apprendre. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous font du mal, mais de construire quelque chose d'aussi fort et vrai que leur manipulation devienne insignifiante. Lucas n'est plus une victime. C'est un homme qui connaît sa valeur, qui protège ses relations et qui ne laissera plus jamais personne le contrôler. Et moi? Eh bien, j'ai découvert que la retraite ne signifie pas cesser de se battre pour ce qui est juste. Cela signifie choisir ses combats avec plus de sagesse. Si cette histoire de famille, de justice et de seconde chance vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'accepter la défaite. Car en fin de compte, la famille n'est pas seulement une question de lien du sang. Il s'agit d'être présent lorsque quelqu'un que vous aimez a besoin de vous. C'est se battre jusqu'au bout. Et c'est se rappeler que, quelle que soit la gravité de la situation, il y a toujours de l'espoir lorsque les bonnes personnes s'unissent. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Lucas, il planifiait sa lune de miel avec Sarah. Moi? Eh bien, j'aide un autre de mes petits-enfants qui a des problèmes au travail. Certaines personnes n'apprennent jamais que s'en prendre à ma famille a été la plus grande erreur de leur vie. I mean, maybe. We've still got 20 off. I got 19. Shush. I like to dream. And if I play with Nay, being he did yesterday, fuck, there's another fucking 15 kills already on the board. Team kills do not count. No, they weren't team kills. He did wipe off Really? the lobby. I fucking left, right, and center was hitting my shots perfectly on a fucking. You and Nay wiped the lobby. I was just there for third What wheeling. is this? Like, I think the first game I had 4 kills, and I had like another 5 kills, and 2 kills, and then. Fuck, Old got a talon. I still think you should record half the games you don't play Sick, online. you are evil. Evil. Alright, ready? Why are you blaming poor Sig? He's innocent. It's you who is the war criminal. Evil. Whee! No, he's just calling you a clown. Fuck you! Oh, we got a good distance Where's from this Mr. one. The clown. Yeah, we do. And we have to cross water. Safe to say they're probably already inside. Oh! Jump! Jump on us! And across the road. Across the water and down. Alright. South west. You just take one out. No, the west one's still alive. He just peeked my corner. He was fucking peeking out my side, not even looking out your side. Alright, he's peeking out both. There must be 2 people there then. Fuck you. Got him. Yeah, it is 2 people. Yeah. What I mean, he was full fucking peeking my side. Oh, he was running between the both, but it's okay, I gotcha. Come, loot him. Or do wear? I don't know, he's wearing the same skin as the other person. On the other hand, I got. They were running together, it was a duo.
Kill What the was one on his the name? inside, Gray. Okay. I said, did you kill the one on the inside? No, I just started the banishment and ran out. Okay, help you. I thought you killed someone in here. Oh fuck no, I didn't kill shit. There's People- another person on the map. There's a lot of people on the map still. I just stole banishment. I mean, no one got regen. Alright, let me go burn the other guy then. what the There is fuck? someone inside. Directly inside. Yeah, I know. Someone like literally right in where I'm looking. Alright, well, I'm gonna force their hand. Guys, the body I killed is gone. Oh no, it's over there. Alright, I'm burning the body. Be careful in there, boys. Yeah, he's dying on the windows. Shotgun horror. Alright, I'm coming in. Tagged him once. Dead. Anyone else? Don't I don't fucking know. challenge me, bitch. Fucking shotgun versus rifle, I'll fucking shit on you every day. We're clear. Angel Fly. It is that guy from last night. The one that killed us in class the other day. Oh, but Angel Fly was a solo, wasn't he? It might have been a solo, but it was really this time. Just in case. Where is he? He's over here. We've got to start burning his body in a second if you want to loot. Get some loot Coming. on the staircase. Oh, okay, perfect. Thank you. I already stole something, bro. He gave me Empress. Get me a sticky bomb. Once you're done, back anything it else up. he's got? Okay. Like current oxide, by the way. That's everybody. No, it's not. Nah, that's Chaos Slasher. Keep forgetting to say that. Yeah, well, it would have helped because I just fucking had a gunshot down here. I'm like, what the fuck? Surprise! Just clear the colon. Just gotta clear your colon, mate. I'm Might gonna go make check you this drop tower below. over here, see what's up. That's fine. Alright, do you guys want me to go stop the other guy burning if you want to loot him? Nah, I already looted him. Nah. Who cares your shit? Can someone just check? Because I think Crikey just went live. Nope, Let me check. we're good. If that's the case, he messaged me. I got a perk and I got a piece of paper over here. Running my server to you, sir, and then we'll head out and you can start. Oh, it's a your, blue one. practice trip. It's Berserker. I'll still take it. 4-shot boon. No, he's not alive yet. Oh, I just had a message request. Who messaged you, sir? Some random person or someone else. Saying they like my profile picture. Obviously, it's a fucking graphic designer or whatever they want to call themselves. Or it could be one of the people you just killed. No, they're saying they like my They would- profile picture. They're not gonna find my Discord. Yeah, let's head out. Ow. This tower over here got. I didn't! It was him! Did you aim towards me because you missed? Ow! No, I did not! I That's didn't hit insane. you at all! I've been violently 4-shot wounded. boon. Four shots, eh? I didn't shoot at all. I have been set up. I think Chaos shot you dead. Oh, I wasn't even caring that you Right. shot me. I was just gonna shoot you anyway.
Now Crikey's Now live. Crikey is live. Oh, upgrade Ken. Oh. Dying timer. Can't get any for that one. Oh, there's no gun here for me to change over, so. Chaos, get in the timer. Chaos, Okay. get in the timer. Chaos! Hey, I'm coming. Chaos! I'm coming. Chaos! I'm coming. Chaos! Timer! 11. Chaos, timer! 10. No, where are you going? Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Fucking hell! 5, 4, 3, 2. Where is it? Why Chaos did you got take first second. and second and make me? Why did you make me take second? Oh. You Chaos the second. This guy just took first and third, so I got forced to take second. Maybe you should have just got the timer faster, and then you would have been able to take first. I got blasted. She was busy taking second on Croaky ship. Yeah, I can tell. Shit. She needs to claim her second place title. She fears that someone will take it on her. Yeah. We all know second's always going to be yours. You know what? Three, oh three my star god, and a I 4 did star. kill. And then there was 2 5 stars did that kill- didn't exist. I did kill part of a duo. Where was the fourth? Oh, I killed a 6 star. Okay. Yeah, I Chaos killed, still 2-star? I killed a fucking 6 star. Holy shit. I didn't kill anyone. I just took bounty. Where did the other players go? Like, where was the other duo? I Did reckon that the other guy? duo was AFK, and the other 2 probably heard the shooting and just left. But That was- yeah. I killed everyone. 6 star is apparently the best in the game. Right, I'm a You have 3 star. no and I killed life. him. You have no life. Yeah, yeah. You have I also lived died on to his. 6 I months died to the trap. for years. Alright. I just